Bonjour à vous. Je commence par une information très technique. Demain, c'est le 1er mai. Demain, c'est aujourd'hui peut-être pour vous. Et le 1er mai, à Montréal, il y a un rassemblement. Pour ceux qui désirent retrouver d'autres personnes qui veulent enlever leur masque au Québec. Alors, ça vous demande un peu de courage pour le faire si... au contraire, vous le faites puis vous avez envie d'encourager les autres, ben allez-y. Alors, j'ai mis le lien pour cet événement avec ma vidéo. L'autre information technique, avant de commencer, c'est de vous dire d'abord que je ne conserve pas les vidéos que je fais. Je ne les garde pas. Vous savez peut-être que je n'ai pas l'intention de devenir populaire, de faire de l'argent avec ça, avec mes réflexions que je vous partage. Alors, s'il y a quelqu'un parmi vous qui a un intérêt pour conserver ces vidéos et peut-être en faire quelque chose, c'est-à-dire rassembler les différents contenus qui peuvent être intéressants, puis qu'on puisse partager ça aux gens et que ça puisse aider les autres, ben, on pourrait le faire. Je vous permets, dans le fond, de faire des montages avec les contenus qui vous semblent les plus pertinents, puis de les partager. Puis si je considère que c'est un beau montage, que ça vaut la peine, bien, je pourrais le faire aussi. L'autre chose, c'est, vous savez peut-être que je suis une personne qui écrit des livres. Pendant ces deux dernières années, j'ai arrêté d'écrire pour me consacrer à ma vie ici en Suède, qui demande beaucoup d'adaptation, qui demande d'apprendre la langue et m'intéresser à ce qui se passe dans le monde pour essayer de faire ma part sociale, puis partager mes réflexions. Et par contre, je me suis dit, s'il y a une personne parmi vous qui a envie qu'on écrive un livre sur les contenus que j'aborde, on pourrait le faire sous la forme d'entrevue, d'une entrevue, puis publier ce livre. Et dans le cas du livre, par exemple, on pourrait s'en servir pour ramasser des sous, c'est-à-dire échanger la vente du livre par une contribution volontaire, faire en sorte que ça puisse rapporter à une cause. Alors, si ça vous intéresse, et dans tous les cas, quand vous voulez me transmettre un message, vous pouvez m'écrire sur Messenger en écrivant en majuscule un mot qui représente le sujet que vous voulez aborder. Et ça me permet de ne pas perdre votre message à travers tous ceux que je reçois, puis pouvoir, bon, que ça attire mon attention et que je vous lise. Aujourd'hui, j'aborde 3 thèmes et je vous les présente tout de suite, puis après, je les approfondirai. Alors, la première chose que je vais aborder, c'est essayer de répondre à la question « Pourquoi Je réfère ici là, à la pièce de théâtre qui a lieu en ce moment, le show. Alors, pourquoi on peut passer notre temps à se lever de notre siège pour sortir du show, la salle de spectacle, puis se rasseoir? Alors, soit nous, on fait ça, de temps en temps, on se lève, là, on est tanné, on est prêt à partir, puis tout d'un coup, on se rassoit. Parce qu'il se passe quelque chose dans l'environnement médiatique qui attire notre attention, qui fait qu'on se rassoit. Alors, la réponse à cette question, c'est d'une part parler d'un modèle qui considère 2 types de changements, un changement de premier niveau puis un changement de deuxième niveau qui est plus important. Puis, par ailleurs, c'est d'aborder la notion d'espoir, cette nécessité, ce besoin qu'on a tous d'avoir de l'espoir, puis le fait, notre limite personnelle d'oublier. Deuxième thème que je veux aborder, c'est inspiré d'une formation qu'une personne a faite, une personne qui s'appelle Guillem, Kézak, une personne que je ne connais pas, que j'ai écoutée, et qui passe l'idée que c'est plus grave qu'on pense de s'être coupé de la nature. Essentiellement parce que
on est devenu, en fait, ce que je fais, moi, quand j'écoute une vidéo, j'écoute la personne, puis j'utilise ce qu'elle raconte pour m'aider à réfléchir. Ce que je suppose que vous faites aussi à partir des vidéos que je produis. Chaque perception des autres nous aide à réfléchir, nous éclaire. Alors, c'est ce que je fais. Donc, à partir de sa vidéo, qui porte sur cette idée que c'est plus grave qu'on pense d'être coupé de la nature, ça peut nous aider à comprendre qu'on est devenu aliéné à vivre dans un monde artificiel et que ce serait relativement simple de redécouvrir qui l'on est vraiment, notre nature, notre essence, en reprenant contact avec la nature, en s'immergeant de nouveau dans la nature. Puis la troisième idée que je vais aborder, troisième thème, est inspirée d'une conférence de Philippe Guillemot sur le libre arbitre. Et essentiellement, je veux parler de ma vision de l'immatériel, donc de ce qui se passe en ce moment qui n'est pas visible, mais qui a lieu réellement, et qui pourrait être résumé par l'idée d'une rencontre entre notre tempérament, notre personne, notre ADN, et ce que la vie nous offre. Et cette autre chose qu'on a du mal à nommer, qui nous dépasse, qui est plus grand que nous et qui nous influence. Alors, plutôt que de parler d'une trajectoire qui est représentée par Philippe par un GPS, une trajectoire à partir de laquelle on peut changer à la fois du chemin qu'on prend que de la destination, j'imagine plus de la convergence, plus en termes de deux univers qui se rencontrent, dont un univers est compris dans le deuxième qui le dépasse. Et plus en termes de vagues, de cycles, d'ailleurs, cycle qui est abordé par Philippe aussi. Alors, je plonge tout de suite dans la première idée qui est pourquoi on passe notre temps ou pourquoi de temps en temps, on est prêt à se lever, sortir du show, mais on se rassoit. Alors, peut-être que vous pensez à certaines personnes de votre entourage qui vous donnent cette impression-là. Ils sont pas mal convaincus que l'histoire qui est racontée, le show, ça ne tient pas la route, mais ils restent assis, ils restent dans la salle de spectacle. Je pense que vous comprenez l'analogie que j'utilise de la salle de spectacle. C'est-à-dire qu'il y a eu des annonces d'une crise, d'une grande crise, mais ces annonces, et puis tout ce qui est venu avec, là, ce qu'on raconte sur la situation mondiale, c'est un show, c'est une histoire qui a des effets réels sur nous, qui fait souffrir des gens. Et cette histoire, on y porte attention. Puis, on dit souvent que la meilleure chose qu'on peut faire, c'est arrêter de porter attention à cette histoire-là, puis construire quelque chose de plus réel, se retrouver dans la réalité, puis constater. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui meurent en ce moment de virus, par exemple. Ou est-ce que cette guerre, ou ces guerres, reposent vraiment sur une volonté des individus, des peuples de se battre, ou encore c'est plutôt à partir d'initiatives de personnes qui ont les moyens de dire, ben, ça y est, on est en guerre, on va se battre, on va créer un génocide parce qu'on se déteste. Ça, c'est une histoire qui est racontée, mais ça a des effets réels. Donc, imaginez cette pièce de théâtre qui a lieu et on y porte attention, mais comme je dis, la meilleure chose qui est à faire, à mon avis, c'est de sortir de la salle. Et ça nous arrive de rester assis ou de se rasseoir. Quand est-ce que ça arrive? Ça arrive quand il y a un événement qui nous est annoncé et qui nous amène à avoir de l'espoir. Alors ça, c'est une première chose que je vais aborder, l'espoir. Tout le monde a besoin d'espoir. C'est fondamental. On dit même que l'espoir, c'est la dernière chose qu'on doit enlever à une personne qui est sur le point de mourir.
Puis cette personne peut avoir de l'espoir. C'est-à-dire qu'elle peut imaginer que lorsqu'elle va mourir, elle va revoir des personnes qui sont mortes avant elle, qui l'attendent dans l'au-delà. Elle peut s'imaginer ça, ça lui donne l'espoir et ça lui permet de mieux traverser cette transition entre la vie et la mort. Elle peut s'imaginer que juste avant de mourir, elle va pouvoir revoir quelqu'un qui lui est cher. Voyez, alors on dit qu'on ne doit pas enlever l'espoir à qui que ce soit, parce que c'est fondamental, ça donne un sens à notre vie. Alors, lorsqu'il y a un événement qui arrive, parmi les événements qui ont lieu récemment, il y en a qui nous découragent, puis il y en a qui nous donnent l'espoir. Je pense par exemple aux élections en France qui peuvent nous décourager. Pour moi, ça fait partie de l'histoire. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Pour moi, ça devient de plus en plus clair que le processus électoral, le système politique est arrangé. C'est arrangé avec le gars des shows, le gars des vues. Et il y a des événements qui nous donnent de l'espoir et auxquels on s'accroche. Par exemple, dernièrement, il y a un milliardaire qui a annoncé qu'il va faire cesser la censure dans un média social. Je ne sais pas comment vous réagissez par rapport à ces événements, mais on peut constater que parfois, ils font en sorte qu'on se rassoit et qu'on attend la suite. Au lieu de se lever, de sortir de la salle, puis de faire ce qui est l'ultime solution, l'ultime issue positive, qui est un peuple, des spectateurs, qui cessent de regarder le spectacle, qui sortent et qui décident de construire leur propre réalité. Alors, tant qu'on reste dans la salle passivement assis, à mon avis, il ne se passera rien. Pourquoi? Parce que, et là je présente un deuxième élément, qui est un modèle théorique qui explique qu'il y a deux types de changements. Il y a un changement qu'on dit de premier niveau, c'est-à-dire que le show ne change pas, on va changer les personnages. On va faire en sorte qu'il y ait une nouvelle scène, un nouvel événement dans le spectacle qui fait que le suspense est maintenu. C'est un changement de premier niveau, puis c'est une analogie pour dire que dans notre vie, il y a des paradigmes. Paradigme, c'est un ensemble d'idées qui construit une société. Et ce premier niveau ne change pas le paradigme, ça ne change pas le système, si on peut dire. Ça ne change pas les institutions. Ça fait juste changer les personnages ou ça fait advenir des événements qui font en sorte qu'on continue de s'accrocher à ce système, qu'on ne le quitte pas, qu'on ne le change pas. Il y a un changement de deuxième niveau où, là, on assiste vraiment à un changement de paradigme. Alors, pour continuer d'utiliser cette analogie, imaginez qu'une bâtisse s'effondre, qu'un système s'effondre et que tout ce qu'on fait dans cet effondrement, c'est de changer l'ameublement, décorer les pièces. Mais peu importe ce qu'on fait, le système s'effondre. Alors, je fais l'hypothèse, puis je ne suis pas toute seule à faire cette hypothèse-là, qu'en ce moment, il y a un système qui s'effondre. Pourquoi? Parce qu'il y a des révélations, des vérités, des prises de conscience de la part d'une partie de la population qui est plus grande que dans le passé. Les gens savent ce qu'il y a derrière ce système, ils connaissent, et ils ont vu le magicien d'Oz agir, ils comprennent maintenant ce qu'il y a, et plus ça va, plus ces gens parlent, plus des spécialistes s'expriment, des vrais spécialistes là, dans leur domaine s'expriment, et plus il y a des prises de conscience, on pourrait dire une prise de conscience collective qui fait en sorte que la bâtisse s'effondre. Alors, le changement de premier niveau, c'est de changer les meubles. Un changement de deuxième niveau, c'est de sortir de la bâtisse. On pourrait aussi utiliser l'analogie d'un feu de forêt. Imaginez qu'il y a un feu de forêt. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a un feu de forêt? D'abord, la première question, c'est est-ce qu'on doit rester là? Est-ce qu'on doit rester là à arroser les arbres? Ou c'est mieux de quitter et de s'éloigner
de faire en sorte que la nature fasse son œuvre, puis que le feu détruise les arbres, la végétation, avec la connaissance qu'il y aura toujours après ça des semences qui vont pousser et qui vont faire réapparaître une nouvelle forêt. Puis d'ailleurs, on dit que ce qui repousse après un feu, c'est souvent plus fort, plus solide. Qu'est-ce que je voulais vous dire là-dessus, à part ça? Ah, ben oui, troisième élément qui explique pourquoi on se rassoit, pourquoi des personnes qu'on observe, qu'on voit, parmi nous, se rassoient des gens qu'on aime, qu'on sait intelligents, on les voit se faire avoir par des événements qui ont lieu. Mais c'est parce que, troisième et dernier élément, c'est parce que l'humain a cette faculté d'oublier. Il oublie. Et puis ça nous frappe comment on peut oublier des choses qui sont somme toute très récentes. Vous avez vu circuler sans doute le moment où un chef de la santé publique, pas seulement au Canada, pas seulement au Québec, partout dans le monde, a parlé de l'utilisation des masques pour dire qu'un masque, ce n'est pas efficace, qu'on ne devrait pas les utiliser et quelques mois plus tard, le rendre obligatoire. L'humain a la faculté d'oublier. Mais c'est la même chose pour nous. Il y a des personnages en ce moment dans la pièce de théâtre qui vont dire quelque chose, vont faire quelque chose même qui paraît tellement crédible. Crédible dans le sens d'apparaître un peu comme un sauveur pour nous. Enfin, être de notre côté. Puis on oublie le passé de ces personnes. On oublie que ce sont des personnes qui ont à cœur le développement de l'intelligence artificielle, qui ont l'intention avec des satellites de surveiller ce qui se passe sur la planète, qui, en tout cas, ont l'intention de contribuer à ça. On oublie que ces personnages politiques, ce sont des dictateurs dans leur propre pays. On oublie que les sondages sont faits à partir de compagnies qui sont subventionnées par les partis politiques en place. Bon, c'est fou comment on oublie un peu comme lorsqu'on se réveille d'un rêve, on va avoir tendance à l'oublier, à oublier le contenu du rêve parce qu'on se retrouve dans un autre univers, l'univers de notre quotidien conscient. Alors, pour ces trois raisons, je nous invite à réfléchir à ces moments où des gens qu'on connaît ou nous-mêmes, on se rassoit. Parce que ça a l'air tellement vrai, ce film-là. On a vraiment l'impression qu'il y a des gens qui sont des antagonistes, des gens qui sont dans une dualité, des gens qui sont de notre bord, d'autres qui ne le sont pas. Et tant qu'on est dans la dualité, tant qu'on est attiré par ce conflit, bien notre regard est tourné vers ça. Un peu dans la passivité. Alors, je le dis, ce n'est pas la première fois que ce qu'on appelle l'opposition contrôlée, c'est à chaque fois que vous vous rassoyez sur votre siège, à chaque fois que vous êtes passif en attente d'une intervention extérieure à vous. Alors qu'on sait, je pense qu'on commence à avoir la preuve de toute évidence là, que ces choses vont changer. On va avoir un changement de deuxième niveau lorsque le peuple, vous, moi, nous allons dire non à ce système. On va fermer définitivement les portes de la salle de spectacle. Deuxième chose que je voulais aborder avec vous, deuxième thème. Donc, c'est une vidéo qu'a fait Guillaume Kézak, intitulée « La magie noire », mais c'est vraiment pas ce thème-là qui a attiré mon attention. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui me l'a envoyé. Merci. Merci à vos sources d'informations que vous me partagez. Vous vous doutez que je n'ai pas le temps de tout regarder ce que vous m'envoyez, mais je vous remercie quand même de faire ce geste de penser à moi et de créer ensemble, comme si on se construit un cours, une leçon ensemble pour apprendre à évoluer à notre rythme. Alors, je suis très consciente qu'on est tous rendus à un certain endroit de notre évolution puis qu'on s'accompagne là-dedans. Merci pour vos leçons que vous me donnez.
Qu'est-ce que j'ai écrit là-dessus? Bon, il y a un certain nombre d'idées que je vais vous partager, qui vient de cet homme. Et pour répondre à la question, mais pourquoi c'est grave qu'on se soit coupé de la nature? Alors, il dit, la vie, la nature, c'est l'expression, et je vais transformer le terme qu'il a utilisé par un terme qui m'est cher, qui est l'expression ou la manifestation de l'immatériel, de ce qu'on ne voit pas, mais qui existe vraiment. Qu'est-ce qui est immatériel? C'est les émotions, les sentiments, les expériences qu'on vit et qu'on partage, l'amour, le bonheur, la gratitude, la joie, ça n'existe pas. Comme la conscience n'existe pas. Comme l'air, l'air existe, mais en fait, non, c'est pas vrai. Écoutez, c'est pas du tout vrai. Ça existe, mais c'est pas visible. C'est vraiment ça. L'air existe, n'est pas visible, comme la conscience existe, mais n'est pas visible, comme l'amour existe vraiment. Le bonheur, la joie existent, mais n'est pas visible. Alors, la nature qu'on observe serait l'expression ou la manifestation de l'immatériel. Il semble y avoir un phénomène qui se passe en lien avec notre conscience et l'ensemble des informations invisibles et cette conscience qui les rend accessibles, on va dire qui les rend manifestes. Alors, cet homme nous dit que lorsqu'on est, on a l'instinct, l'intuition, qui est un potentiel, que les animaux, que tous les êtres vivants d'ailleurs ont, et les humains aussi. Et qu'est-ce que c'est l'intuition ou l'instinct? C'est l'intelligence du corps. Et il dit, la vie, la nature, nous offre tout ce dont on a besoin pour survivre, pour exister. Par ailleurs, il s'est créé un monde artificiel. Et on passe, je dirais, la majeure partie de notre vie dans notre existence, dans ce monde artificiel. Et ça a un grand impact. Ça fait en sorte qu'on ne se reconnaît plus. Et je dirais même qu'on est aliéné, c'est-à-dire qu'on est devenu quelque chose d'autre que nous-mêmes. Ce nous-mêmes qui est présent lorsqu'on est en contact avec la nature. On redevient un humain en contact avec la nature. Tandis que dans ce monde artificiel, dans lequel on s'identifie, et identification à laquelle on s'attache. Alors ça vient de cette présentation que ce monsieur Kaysak a fait. Deux notions importantes qui sont reliées à la magie noire, c'est l'identification puis l'attachement, entre autres. Alors, on s'identifie et on s'attache tellement que lorsqu'on tente, dans cette période qu'on traverse, tente de se dissocier de cette identification, de ces attachements, ça crée une résistance. Comme s'il n'existait pas autre chose que cet individu qu'on est devenu dans ce système. Alors, je vous donne un exemple. On est et on devient tout de suite l'enfant, le fils, la fille d'un parent. Ou encore, on devient un élève ou un étudiant. On devient un policier, un juge, un professeur. On a des titres, on a des diplômes qu'on met sur nos murs. On devient quelqu'un d'autre que l'humain qu'on est. Et c'est à travers cette identification qu'on transige avec les autres. Et ça prend tellement de place, comme je vous dis, qu'on a du mal à reconsidérer ce qu'il y a de plus important, de plus fondamental que cette identification. Et c'est là qu'on se trouve en ce moment, cette grande difficulté qu'on a de sortir de ces rôles-là et de retrouver celui très simple qu'on a dans la nature, celui d'être vivant. Et il dit, lorsqu'un animal naît, il est tout de suite confronté à la nature, confronté au fait que la nature lui offre tout ce qu'il a de besoin. Et il va s'essayer, il va peut-être essayer de manger quelque chose qui n'est pas fait pour lui, puis il va comprendre tout de suite
qu'est-ce qui est bon pour lui, qu'est-ce qui ne l'est pas. Alors nous, on vit dans un univers où on n'a pas ces occasions-là de découvrir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon pour nous. Tout est artificiel, une bonne partie des choses sont artificielles. Il dit même, on achète des livres pour apprendre à se connaître, alors que la simple observation de la nature, prendre le temps d'observer la nature nous permettrait de nous connaître nous-mêmes. Et je parle parfois de ce dessin intelligent qu'on peut observer dans cette manifestation de l'immatériel. Le dessin intelligent, c'est de dire que chaque être vivant a un métabolisme qui est une dynamique qui nous amène vers la survie. On n'est pas né avec un dynamisme qui nous amène vers la mort. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce métabolisme qui est naturel, qui nous est donné, on l'a, on est comme ça. C'est un dessin intelligent. Il y a nécessairement une intelligence qu'il y a derrière ce métabolisme. Et ça, tous les êtres vivants l'ont. Alors, ce qui est super intéressant là-dedans, c'est, bon, il donne l'exemple du poète. Imaginez que vous naissez avec un tempérament. C'est ça qui arrive. C'est vrai qu'on est avec un tempérament. Si vous avez eu un enfant, vous savez très bien que votre enfant, il est né avec des particularités. On parle de l'ADN sur un plan biologique, sur le plan des traits psychologiques aussi. On est avec un tempérament qui devient ultérieurement une personnalité parce que vous êtes influencé par les événements de votre vie, les gens qui vous entourent. Mais au départ, on est avec des spécificités. Et si vous êtes un poète, par exemple, si vous avez un tempérament artiste et qu'on vous place dans ce monde artificiel et qu'on vous dit, ben non, vous devez travailler, vous devez avoir des horaires de 8 ou de 9 à 5 ou à 4, peu importe. On vous rentre dans un personnage. Vous devenez un personnage qui vous empêche de vraiment vivre qui vous êtes. Et j'en parlerai un petit peu plus loin, ma conviction profonde, c'est que ce n'est pas anodin qui vous êtes. C'est important. Ce que nous sommes, chacun individuellement, différemment de l'autre, fait en sorte qu'on a un rôle à jouer sur cette terre, dans la nature. On parle d'incarnation. Je trouve ça intéressant. S'incarner, quand on dit on va s'incarner vraiment, c'est qu'on devient vraiment qui l'on est. Puis on pourrait supposer, effectivement, je l'ignore, qu'il y a une incarnation, c'est-à-dire un rôle à jouer pour l'instant dans votre vie, jusqu'à votre mort, et qu'il pourrait y avoir des réincarnations. Et faire en sorte qu'on a cette impression de connaître des choses, par exemple, de façon très instinctive ou intuitive, d'avoir des visions qui dépassent notre présent. Mais aussi l'idée que ben, c'est vrai que, je ne sais pas si c'est le même pour vous, mais pour moi, c'est assez naturel d'essayer de devenir une meilleure moi-même, une meilleure personne, puis d'aider. C'est ce qui définit le mieux, je crois, ce que je peux ressentir comme personne. Ben, c'est ce que je voulais vous dire là-dessus. Puis je termine avec une autre source d'information. C'est une conférence que Philippe Guillemot a faite sur le libre arbitre. Et je trouve ça très intéressant, ce que Philippe... très intéressant, toutes les connaissances que Philippe a et qu'il nous enseigne. Et ça me permet de voir plus clairement mes propres perceptions, interprétations, visions de ce monde, de ce qui est l'immatériel. Alors, je vais aussi m'arrêter sur certaines idées qu'il partage. Et la première, c'est le problème de la complexité. Je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'en ce moment, il y a tellement d'informations et notre vision s'est élargie à une vision mondiale, c'est-à-dire qu'on nous donne accès à ce qui se passe, pas seulement
dans nos petites communautés, mais ce qui se passe en Chine, par exemple, ou en Ukraine, ou en France. Et cette complexité nous demande une capacité incroyable, exceptionnelle, que peu de gens ont, qui est de comprendre ou d'intégrer toutes ces informations, puis lui donner du sens, leur donner du sens. Mais comme c'est très complexe, dans ce monde artificiel, on vous a fait croire que l'intelligence artificielle pouvait mieux gérer ces informations que vous. On vous a fait croire aussi qu'il y a des spécialistes qui savent mieux que vous ce qui se passe sur Terre parce qu'ils ont développé un domaine de compétences, ce qui n'est pas faux, mais ça nous fait tomber dans l'erreur de penser qu'il y a des spécialistes qui vous connaissent mieux que vous-même, qui savent mieux que vous ce que vous devez faire pour être en santé, par exemple. Et cette complexité et cette façon de raisonner nous amène à vivre un cercle vicieux dans lequel on se fie sur un tiers, une personne extérieure à soi, pour décider de nous, pour prendre des décisions pour notre personne. Et on devient plus passif, mais aussi moins capable. On ne développe pas cette capacité de raisonner pour nous, de savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais, comme les animaux le font de façon très naturelle. C'est un cercle vicieux parce que plus on se fie à un tiers pour décider pour nous, pour raisonner, moins on développe cette capacité en nous. Philippe va dire une chose qui repose sur ses études à partir de boules de billard. Il dit, plus c'est complexe, plus c'est indéterminé. Je vais m'arrêter un peu là-dessus. C'est-à-dire qu'il a observé que plus les boules de billard, lorsqu'on donne un coup sur l'une des boules, plus il y a d'interaction avec les boules entre elles, moins plutôt, on peut prévoir ce qui va se passer. Ce qui laisse supposer une multitude de trajectoires, une multitude de réalités, ce qu'il appelle le multivers. Je résume, là. J'espère qu'il ne m'en voudra pas de résumer à ce point le sujet que je vais aborder avec vous, puis un résultat qu'il a trouvé dans ses recherches. Alors, plus c'est complexe, plus c'est indéterminé. Et ce qui fait en sorte que la physique quantique est arrivée avec la notion d'approximation. Il y a des potentiels, des probabilités de futur, par exemple. On ne peut pas dire, comme la physique traditionnelle, le futur est déterminé dans un sens unique. On peut arriver juste à une destination. Non, il faut vraiment percevoir de multiples trajectoires et le libre arbitre intervient là-dedans. Intervient comment? Puis là, il va utiliser un GPS pour illustrer le fait qu'il y a plusieurs destinations possibles et plusieurs trajectoires. Destinations qui peuvent représenter le futur. Il y a donc plusieurs futurs possibles et plusieurs chemins pour se rendre à ce futur, en faisant intervenir le libre arbitre. Alors, imaginez un GPS. Si vous vous éloignez de la carte, vous pouvez voir la destination, par exemple, que vous voulez, vers laquelle vous vous rendez, puis la trajectoire. Mais vous pouvez décider de changer de chemin. Puis là, le GPS va se réajuster. Mais vous pouvez aussi changer de destination. C'est un peu comme ça dans la vie. On peut changer de chemin en faisant des choix, comme on peut aussi changer de futur. L'intelligence comprend l'intelligence émotionnelle. Intelligence émotionnelle qu'on a discréditée, éradiquée quasiment de notre monde. On a dit aux garçons, vous ne pouvez pas pleurer. On a dit aux filles, vous ne pouvez pas être en colère. Vous n'avez pas le droit, c'est interdit. Ce n'est pas beau à voir. On ne sait pas quoi faire quand vous pleurez. On ne sait pas quoi faire quand vous êtes en colère. On a éradiqué le monde émotionnel. Mais on réalise que ce monde émotionnel, il est important. C'est lui, entre autres, qui va intervenir dans votre trajectoire et dans
l'avènement de votre futur. J'espère que vous me suivez. Je reprends ces deux idées. C'est tellement complexe la vie que c'est nécessairement indéterminé, que votre futur, ben, il n'est pas déterminé. Vous pouvez en décider. Puis à la limite même, l'existence d'un futur possible peut éclairer votre présent et votre passé. Et c'est sans doute ce qui intervient dans votre vie sans que vous en soyez conscient. Ça, c'est une chose. Et puis, les émotions que vous vivez, ce qui se passe dans votre cœur, on pourrait dire ça comme ça, influence beaucoup plus que vous pensez. Ce qui se passe dans votre vie, la trajectoire que vous prenez, puis votre futur. Alors, il dit quelque chose d'intéressant, le matérialisme, que je résume là. Le matérialisme, c'est-à-dire cette illusion du temps et de l'espace, parce que dans la physique quantique, on dit que le temps et l'espace n'existent pas comme on le conçoit. Le matérialisme ne peut déterminer votre futur, c'est un peu ce que je vous disais, mais le futur est déjà réalité. Voyez-vous? Ce n'est pas systématique que les événements déterminent votre futur. Ce n'est pas dit, ce n'est pas fait là, à l'avance, mais pourtant, il existe déjà, mais il existe comme des potentialités. Alors, comment tout ça est possible? Il dit quelque chose que je crois, c'est qu'il y a nécessairement autre chose. Il y a nécessairement autre chose que toute cette dimension matérielle, tout ce monde artificiel. Et qu'est-ce que c'est cette autre chose-là? En dehors du temps et de l'espace, c'est ce qu'on pourrait dire quelque chose qui est ailleurs, qui détermine et qui influence notre futur et même notre présent. J'aime bien cette idée-là parce que j'y accorde beaucoup d'importance. J'ai réalisé que, et c'est vers ça que je veux en venir dans ma réflexion au sujet de sa présentation, c'est que ça ne fonctionne pas comme une trajectoire, un peu comme ce qui est représenté dans le GPS. Ce n'est pas vous qui allez vers une direction, une destination. C'est une convergence. J'ai vraiment un sentiment qui se passe, une superposition de présent dans lequel il y a des convergences entre votre tempérament, votre ADN, qui vous êtes, comment vous êtes né, avec le rôle que vous avez à jouer dans votre vie, et puis cet ailleurs, ce phénomène qui existe et qui nous dépasse, qui vient à notre rencontre. Et j'ai plus l'impression qu'on vit une existence comme des cycles, comme des vagues continuelles, un peu comme notre respiration. On inspire, on expire. Et que ça a un rôle à jouer dans notre existence beaucoup plus qu'on le pense. Qu'on doit complètement changer notre façon de voir notre existence comme d'une relation de cause à effet, un présent ou un passé qui se dirige vers un futur, mais plus comme des convergences. Pour moi, c'est tellement important de dire ça parce que ça exige, si on peut dire, une reconnaissance de qui l'on est vraiment en étant en contact avec la nature et une ouverture dans le lâcher-prise pour ce qui nous est offert par la vie qui nous offre tout ce dont on a besoin pour exister. Est-ce que je voulais vous dire autre chose? C'est intéressant, il dit que le conditionnement peut influencer aussi notre trajectoire, c'est-à-dire qu'à vivre constamment dans ce monde artificiel, ça influence nécessairement notre personne, notre rôle aussi. Alors, cette ouverture que je propose, ben, elle existe aussi dans le monde artificiel qui nous aliène justement. Alors, il ne faut pas, je crois, négliger l'importance de l'influence du conditionnement, comme je le disais tantôt, et la difficulté qu'on a d'en sortir. La conscience transforme les choses.
On vit dans un univers d'information. Et bon, cette rencontre dont je parle, elle pourrait expliquer le fait que la vie immatérielle devient matérielle. C'est-à-dire que ce qu'on est, notre conscience, notre âme, peu importe les termes qu'on utilise pour décrire ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne maîtrise pas très bien en ce moment et qu'on a avantage à maîtriser mieux, à connaître mieux, cette rencontre entre cet individu, cette personne qu'on est, avec ses particularités et ce qui nous dépasse. Puis je suis consciente en disant ça que faut être très humble là, parce qu'on n'est qu'une partie de ce grand espace immatériel qu'on ne voit pas. Pour moi, on fait l'erreur d'ailleurs d'imaginer notre existence à partir de nous-mêmes vers ce qui nous dépasse et qu'on a avantage à s'intéresser un peu à cette vision de ce qui nous dépasse vers nous pour comprendre qu'on n'est qu'une partie et qu'on est l'expression de ce qui nous dépasse. Alors, imaginez qu'on baigne dans un univers d'informations invisibles. Notre conscience donnerait un sens à ça, matérialiserait ça, manifesterait ça. Un peu comme la lumière du soleil éclaire notre univers. Je ne sais pas si vous voyez, je suis en réflexion moi aussi pour essayer de mieux comprendre le point de rencontre entre le monde matériel et le monde immatériel, puis le rôle qu'on a à jouer là-dedans. Je termine en vous parlant de deux choses qui me semblent très importantes pour éclairer justement cette compréhension qu'on peut avoir, cette meilleure compréhension de l'immatériel, de cette rencontre dont je parle, qui est la beauté et l'art. Philippe parle des synchronicités, puis il montre comment, lorsqu'on porte à l'intérieur de nous une intention qui est remplie de joie, et j'ajoute de gratitude, puis ce qu'il dit, je le dis aussi, quand on est rempli de gratitude, de joie, bien cette joie influence, un peu comme des ondes, on pourrait dire, influence ce qui nous entoure et les événements de notre vie. Mais à l'inverse, quand on est captivé par la beauté d'un paysage, donc dans cette ouverture vers ce qui vient vers nous, quand on est dans l'émerveillement, ce qui se passe, en fait, c'est qu'on oublie qu'on est séparé de ce qui nous dépasse. Je ne sais pas si vous en faites l'expérience, mais on est dans un bonheur, une impression de faire partie de l'univers. Et ça nous amène à mieux comprendre. Comprendre, c'est, si on prend ce mot-là, c'est prendre avec soi. Et c'est donc se considérer comme étant lié, mais pas seulement lié, on fait partie de cet univers. Et les arts, je vous en parle parce que je réalisais, comme vous peut-être, que dans le monde artificiel, on vous a dit, ce qui est important, c'est de travailler et de consommer. On vous dit non, faites-vous-en pas, on va vous permettre de continuer à consommer. Bon, on va restreindre un peu ce que vous pouvez consommer, on va choisir même, on va choisir les aliments que vous allez manger, les objets que vous allez utiliser. Et même dans cette crise qu'on a vécue, qu'on a appelée la pandémie, on vous a dit, vous pouvez continuer à travailler, c'est essentiel, évidemment, c'est votre gagne-pain, tu sais, mais pour la société, c'est important. Puis, vous allez pouvoir continuer à aller acheter des choses. Bon, bien qu'on a limité aussi votre entrée si vous n'êtes pas vacciné, bon, peu importe. Mais comprenez-vous qu'on a éradiqué tout ce qu'on a appelé un luxe, mais qui est l'art en soi. On vous a dit, fini le chant. On a dit même aux enfants, vous ne pouvez pas jouer de la flûte ensemble. On vous a dit, non, ne dansez pas dans les discothèques, pas le droit de se lever pour danser ensemble. On vous a dit, pas le droit de voir les gens, de discuter. Et bon, oui, discuter, mais avec un masque qui rend la chose un peu moins intéressante. On a éliminé l'art de notre vie. Et au cours des années, bien avant cette crise, on a mis, en termes d'importance, on a valorisé la science, le rationnel, le mental,
Et on a discrédité l'art en disant, bon, c'est de second ordre, c'est un luxe. Alors qu'il y a eu des époques où l'art était très valorisé. Pourquoi l'art est important? Parce que ça rejoint notre émotivité. Ça rend vivant notre émotivité. Et en ce moment, ce qu'on peut considérer être un progrès pour l'humanité, c'est qu'il y a des groupuscules qui redonnent à l'art sa valeur. C'est-à-dire que je vois des groupes se rencontrer pour faire de la poésie. Je pense à des amis particulièrement qui font ça. Je pense à des gens qui font des concerts amateurs. Donc, ils se rencontrent et qui sont plus près de celui qui chante, par exemple, qui fait de la musique. Alors que dans le monde artificiel, on met en place des grandes salles où vous êtes assis passivement à écouter un artiste qui est payé. Alors, on est en train de redonner ces lettres de noblesse à l'art. Et pourquoi c'est si important? Parce que ça nous rejoint dans le cœur, parce que ça fait en sorte qu'on exprime ce cœur à travers le chant, la danse, les rencontres qui stimulent notre émotivité, nos sentiments, qui refait apparaître l'amour, le bonheur. Alors voilà pourquoi c'est si important de quitter la salle définitivement, de vous lever, d'arrêter de croire qu'un tiers va venir nous sauver, de sortir du show, puis de faire ce que vous faites probablement, qui est d'être actif à reconstruire un monde qui est guidé par notre cœur. Et je parlais avec un ami sur la future politique. Comment changer un système politique? Que va devenir notre système politique? À mon avis, le système politique du futur devrait être basé sur la bienveillance. S'il y avait une seule règle, ce serait de dire que chacune de nos actions doit être bienveillante à l'égard des autres, à l'égard de soi, dans le respect de soi, dans le respect de la nature. Bienveillance ou respect. Et bien sûr, amour. Alors, je termine là-dessus en vous disant encore une fois merci d'exister. Si vous avez écouté ma vidéo précédente et vous savez pourquoi je dis merci d'exister, merci d'être sorti du show, d'être dans cette réalité. Comment vous faites pour savoir si vous êtes dans la réalité, vous êtes actif? Vous vous reconnaissez. Vous naissez de nouveau à vous-même. Vous connaissez votre tempérament et vous connaissez mieux le rôle que vous avez à jouer. Et vous le faites d'une façon minuscule dans des petits gestes du quotidien. C'est comme ça qu'on contribue à notre société. C'est ce que j'essaie de faire. Dans le fond, je me suis demandé, pas très consciemment, honnêtement, parce que j'ai l'impression qu'une force me pousse à faire ce que je fais. À faire ce que je fais de mieux, je pense, c'est partager simplement mes réflexions parce que j'ai tel tempérament, j'ai tel caractère, telle façon d'être. Et c'est probablement la meilleure chose que je puisse faire, comme vous. Merci d'exister, puis on ne se lâche pas parce que je vous dis à bientôt.